Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence proposée par le groupe Medipro et ses entités PMSM, PSO et Aptitude, avec l'allongement de la vie professionnelle, la soutenabilité du travail, la durabilité, prend une nouvelle dimension au sein des organisations. C'est aujourd'hui un enjeu majeur. Cela impose de prendre en compte la pénibilité physique et psychique du travail, impacté par l'augmentation du nombre d'années de la vie active. Cela change la donne en matière de prévention santé et plus généralement de qualité de vie et des conditions de travail. Pour évoquer ce sujet de santé en entreprise et au travail, j'accueille Laurent Pietraszewski, président du cabinet de performance sociale Grenelle Stratégie et Management, ancien secrétaire d'État en charge de la santé au travail et des retraites. Laurent, bonjour. Bonjour. Et puis le docteur Philippe Borel, qui est président de Medipro, un acteur majeur de la santé en entreprise. Bonjour, docteur Borel. Bonjour. Tout d'abord, Laurent Pietraszewski, quand j'évoque un vieillissement de la population en entreprise, c'est assez factuel finalement. Est-ce qu'on constate effectivement un vieillissement ? Oui, c'est factuel. D'ailleurs, j'étais hier avec un ancien ministre du Travail que je connais bien, qui me disait, mais tu sais Laurent, tous les jours, il y a plus de personnes qui fêtent leur 64e anniversaire que de bébés qui naissent en France. Donc, vous voyez, c'est juste un petit clin d'œil, parce qu'on veut parler de la réforme des retraites et des âges. Donc oui, la réalité, c'est que on a évidemment une population globale qui vieillit, et on a une population active qui vieillit. Et d'ailleurs, cette transformation assez profonde de la façon dont notre population active est constituée en matière de classe d'âge, eh bien, c'est cela qui vient percuter les organisations du travail. Parce que on voit bien qu'on a, après les 30 Glorieuses, construit un modèle qui est un modèle qui fait que notre population active, d'ailleurs celle qui, au final, je le rappelle, fournit l'ensemble des ressources de la protection sociale, eh bien, cette population active est extrêmement centrée sur le créneau 25-50 ans, pour des tas de raisons. D'abord parce que on a créé des dispositifs de pré-retraite, parfois publics, et puis après privés. On voit d'ailleurs que certaines de ces dispositions persistent encore. On a encore un peu de mal dans certaines grosses boîtes françaises à prendre en compte le fait que la seniorité au travail est un point de valorisation et de performance de l'entreprise. Et puis l'autre raison, c'était en amont de ça, c'est que jusqu'à il y a un peu moins de 10 ans, l'apprentissage, la capacité des entreprises à intégrer des jeunes était un peu en difficulté. Donc avec un cœur de population active, j'ai envie de dire pour qui tout allait bien. 25-50 ans, on est dans la force de l'âge, on est avec des collaboratrices, des collaborateurs qui, sur le fond, vont plutôt bien. On vérifie qu'ils sont aptes au boulot de temps en temps. Et puis, voilà, ça avance comme cela. La réalité, c'est que tout cela se transforme. Et si on regarde, on va y revenir bien sûr, j'imagine, si on regarde ce que font d'autres pays qui sont confrontés au vieillissement structurel de leur population, bien avant nous, que ce soit les pays d'Europe du Nord, ça peut être aussi le Japon, ça peut être même le Canada. Alors, si on regarde juste Québec, vous savez, quand je travaille avec la province de Québec, ils se plaisent toujours à dire que s'ils étaient un pays indépendant, ils seraient le deuxième pays le plus vieux du monde après le Japon. Bon, donc vous voyez, il y a en fait plein de pays qui ont déjà bossé ce sujet-là, du vieillissement de la population active, et qui ont cherché les moyens pour maintenir en emploi et en santé. Parce que le vrai enjeu, c'est pas juste d'être maintenu en emploi. Ça, c'est la vision un peu has-been. C'est la vision du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est en emploi et en santé. Alors justement, docteur Borel, on y reviendra, mais cet allongement des carrières dans un contexte en plus économique et sociétal de permacrise, certains appellent ça la permacrise, c'est-à-dire la crise permanente, est-ce que cela a des impacts réels? Est-ce qu'on a mesuré ou est-ce que vous le constatez dans vos interventions sur la santé physique et mentale des collaborateurs? Alors ce qu'on entend, mon cher Laurent, monsieur le ministre, très honoré d'échanger avec vous ce matin, et mesdames, messieurs également, merci de me donner cette opportunité de tribune. Ce qu'on entend, c'est qu'on va travailler plus vieux. Et on sait très bien que quand on vieillit, c'est là que les pathologies apparaissent. Donc il va sûrement y avoir un problème de prise en charge des pathologies au poste de travail. Si on regarde le système de santé français, on pense qu'il est plus tourné vers le soin
que vers la prévention. Mais ce système de santé, il a à faire face à des défis de deux types, à mon avis. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Laurent. Déjà un défi démographique, vieillissement des populations, donc plus de prise en charge au niveau santé, des professionnels de santé qui sont une denrée rare, qui deviennent une denrée rare, et puis un défi financier, forcément, il va falloir financer tout ça. Donc on se dit que peut-être il y a un problème de soutenabilité, de sustainability, on dirait en anglais, soutenabilité de ce système de santé. Est-ce que la prévention ne serait pas une solution ? Essayer d'intercepter en amont les problèmes de santé pour pouvoir qu'ils nous coûtent moins cher au final. Et est-ce que les entreprises n'auraient pas un vrai rôle à jouer en termes de prévention ? À mon avis, elles ont ce rôle, où il faut qu'elles en prennent conscience. Les grandes entreprises, certaines font déjà beaucoup dans ce domaine-là. Voilà, et d'autant plus que si elles mettent en place ces actions de prévention en santé, elles ont un ROI qui est assez rapide. Un ROI en termes de QVCT. Un retour sur investissement. Un retour sur investissement, oui. Un retour sur investissement qui peut être assez rapide. En termes de QVT, évidemment. On parle souvent du reporting extra-financier, des politiques RSE, etc. Je te laisserai peut-être développer ce point si tu le souhaites, mais voilà, il y a un ROI qui peut être assez important pour les entreprises. Fidéliser aussi les collaborateurs, les attirer, les fidéliser, travailler la marque employeur. Donc la santé, avant on disait, il y avait la santé au travail, mais la santé personnelle, est-ce que l'entreprise doit aller vers la santé personnelle ? Est-ce qu'elle doit rentrer dans une barrière qui est très intime finalement quand on parle de santé personnelle ? Oui, je pense qu'il faut que les entreprises apprennent à le faire. Il faut qu'elles apprennent à le faire, bien sûr en respect du secret médical, etc. Quand on fait des sondages, on voit que lorsque les entreprises mettent en place des actions de prévention santé, les salariés le plébiscitent. 80% des salariés sont très satisfaits des actions qui sont mises en place et les recommandent. Donc c'est quand même un point très positif. Et ce qu'il faut remarquer également dans certaines études, et notamment je fais allusion à une étude du NHS, qui est le National Health Service en Angleterre, qui a montré que lorsqu'on met en place des actions de prévention chez les 45-70 ans, on est en plein dans la cible dont tu parlais tout à l'heure, de travailleurs qui vont rester au poste de travail longtemps, qui vont vieillir au poste de travail. Si on met en place des actions de prévention santé, on s'aperçoit que dans le temps, on a beaucoup moins d'événements graves en termes de santé parce que justement, on a pu prendre en charge les pathologies, on y reviendra certainement dans le décours de la conférence, on a pu anticiper des situations médicales et donc forcément le coût de la prise en charge va être plus faible. Alors, merci pour cette introduction. Laurent Pietraszewski, quand on parle de soutenabilité du travail, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voyez dans cette définition-là, dans cette expression-là ? Oui, bien sûr. D'abord, je trouve que Philippe a bien cité le terme de sustainability. Et d'ailleurs, en français, on a tendance à traduire ça par durabilité. Oui, ce que moi j'ai fait. Voilà. Et voilà. Moi, je vous en veux pas du tout de l'avoir traduit sous forme de durabilité. Simplement, je trouve que ça parle bien de la façon dont, dans notre pays, on a commencé par s'attacher à cette réflexion qui est plutôt une réflexion qui est menée par les entreprises dans le cadre de leur diagnostic extra-financier et qui renvoie plutôt à l'empreinte carbone, notre capacité à prendre soin des facteurs de production et peut-être si on faisait un tout petit peu d'histoire, on va pas en faire trop, mais on sait que ça démarre en Europe avec le rapport Brundtland de 87 et que à ce moment-là, on se pose plutôt la question du maintien en emploi, si vous voulez. Alors que dans le rapport Brundtland, il y a plus de 30 pages qui sont déjà très bien détaillées sur la façon dont on peut parler de soutenabilité du travail. Dans notre pays, oui, on est en 87.
Donc, on voit surtout les impacts qui sont liés, et tant mieux, hein, à l'environnement, les impacts qui peuvent toucher l'empreinte carbone, mais on a du mal à avancer sur le fond, le premier facteur de production, pardon, je vais le dire comme ça, mais celui qui est au cœur de la production de valeur ajoutée, c'est l'être humain, c'est le capital humain, c'est les travailleuses et les travailleurs. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là, hein, je trouve que c'est un très beau mot, travailleurs et travailleuses. Mais en réalité, on a mis un peu de mal et il a fallu attendre 2013 avec un ANI, un accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail pour commencer à voir poser les choses avec un angle, j'ai envie de dire, très français. Très français, c'est-à-dire que on a, encore une fois, c'est pas un reproche, on a plus parlé de bien-être au travail que de chercher à travailler le fond de l'organisation du travail. Parce que le sujet, comment font les Suédois, comment font les Danois, comment font les Canadiens, les Japonais, les Allemands, ben, tout simplement, ils transforment profondément les conditions de travail pour que si à un moment donné nous on identifie des risques ergonomiques. Bon, alors j'ai envie de dire, je suis bien placé pour vous en parler comme ancien ministre en charge de la santé du travail et des retraites. Bon, ok, moi j'avais proposé qu'on ne traite pas les risques ergonomiques de la même façon que ce qu'on appelle le C2P, voilà, et qu'on le traite autrement. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas trouver les conditions pour limiter ce risque ergonomique. Or, je vois, il y a un rapport très récent là d'évaluation qui est sorti de la part des parlementaires, je dis ça pour ceux qui suivent l'actualité de l'Assemblée nationale, qui pointe que ce rapport sur le FIPU, hein, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure au travail, qui concerne les risques ergonomiques et pour lequel on est d'accord, c'est plutôt les seniors, c'est-à-dire ceux qui ont été exposés dans la durée à ce type de risque. Ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas exposé à 20 ans, à 25 ans, mais ça veut dire que c'est plutôt après 10, 15 ou 20 ans d'exposition à ce type de risque que vous pouvez avoir des conséquences. On voit bien qu'on a du mal, là, à rentrer dans une véritable dynamique de la prévention, de la transformation des conditions de travail et de la mobilité professionnelle accompagnée, parce qu'il n'y a quand même pas de raison qu'on se dise que dans une société comme la nôtre, c'est quand même vachement bien de faire le même boulot qui a des conséquences néfastes sur la santé pendant 45 ans. Enfin, on peut quand même collectivement se dire que c'est pas chouette et que c'est pas ça qu'on a envie collectivement. Bon, donc, et que si la solution, et Philippe l'a dit tout à l'heure, bah, c'est oui, mais alors la société prend ses responsabilités et collectivement, elle exerce une activité de réparation, bon, moi je veux bien, mais ça c'est la version 1893. Hein, c'est-à-dire que c'est celle la première reconnaissance des accidents du travail. Ouais, on est en 2025. Donc la réparation, c'est indispensable. Personne ne va surtout pas trouver quelqu'un, ni moi, pour vous dire que ce n'est pas le cas. Mais la prévention par la transformation des conditions de travail et par l'adaptation des postes de travail et de l'organisation du travail en fonction des générations, c'est ça qui intéresse tout le monde. Et oui, je bosse avec pas mal de grosses boîtes que j'accompagne sur la performance sociale, notamment sur le maintien en emploi des seniors, qui elles sont très demandeuses de ça et avec lesquelles on imagine non plus les pré-retraites pour permettre aux gens de quitter l'entreprise parce qu'on se dit oh là là, à 55 ans on veut plus les voir, mais comment on fait pour aménager leur temps de travail, pour faire évoluer leur contenu d'activité de manière à leur permettre de se maintenir dans l'emploi et de se maintenir dans l'emploi. Et j'ai bouclé avec le propos tout à l'heure, je vous rends la main, en emploi et en santé. Alors, mais avant de vous écouter, docteur Borrell, je voudrais juste, Laurent Pietraszewski, vous objectez, si je peux le faire comme ça, que la loi, si les gens ne s'en sont pas rendus compte, la loi était quand même, le cadre législatif est quand même extrêmement précis dans ce cadre-là. Déjà, il y a déjà plein de lois. Si on reprend l'obligation légale, on reprend le CSRD, même si on comprend que les entreprises ont l'air de revenir un peu là-dessus, parce que l'Europe a un peu lâché du mou, il y a déjà un cadre légal. S'il n'y a pas que besoin de bienveillance et de patron. Non mais c'est vrai, et d'ailleurs on fonctionne assez comme ça. Hein. C'est de notre côté, voilà, j'ai envie de dire culturellement, s'il y a un cadre légal, on y va spontanément parce qu'on sait que sinon le gendarme va arriver. Voilà, on progresse quand même là-dessus. Hein. Quand on regarde, par exemple, je vais faire une analogie avec un dossier que je connais bien, que j'ai pu mener avec Muriel Pénicaud, qui est l'index égalité femmes-hommes. Bon, on voit quand même qu'on a réussi
réussi à s'emparer de ce dispositif en France, alors qu'on avait, je vais le dire comme ça, fichtrement pas grand-chose avant 2017, et que, y compris dans les plus petites boîtes, on est capable aujourd'hui de donner cette information. Et croyez-moi, moi, mes filles, elles ont 28 et 30 ans. Bah, avant de rentrer dans une boîte, elles vont jeter un coup d'œil à l'index pour voir comment on se comporte vis-à-vis des femmes. Donc, ce que je voulais simplement vous dire là, avec ce parallèle avec l'index, c'est que, certes, il y a des éléments qui sont obligatoires. J'ai envie de dire, c'est la dette. On va pas rediscuter, même s'il faut toujours le pointer. Il y a des obligations en matière de sécurité et de santé au travail. Bon, c'est pas Philippe Borel qui va me dire le contraire. Je crois qu'il aide de nombreuses sociétés à tenir cette obligation, et c'est indispensable. C'est indispensable. D'ailleurs, je rappelle que en la matière, c'est santé, sécurité physique et mentale. Hein, donc, on pourrait reparler aussi de ce sujet-là. Donc là, il y a des obligations, mais ça, c'est la dette. Le contrat social, il a évolué. Aujourd'hui, la réalité, c'est, et peut-être Philippe va rebondir là-dessus, mais on a 6 millions de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a de nombreux salariés, il y a de nombreux travailleurs, il y a de nombreuses travailleuses qui n'ont pas accès à l'offre de soins. Et donc la question, c'est est-ce qu'on considère que quand on est un employeur responsable, c'est CRD par exemple, eh bien on dit, moi grâce à Laurent Pietras, j'ai fait un super négo, on a trouvé un super courtier, un super assureur, et on a un super contrat, on fait 4 séances d'ostéo qui sont remboursées, les médecines douces, ça. Non, mais ça les amis, c'est pas la peine de vous faire des réunions de Comex pour vous dire que c'est vachement bien, hein. C'est le minimum. C'est le minimum. Après, on peut discuter s'il faut rembourser ou pas les médecines douces, mais je veux dire, c'est le minimum. La question, c'est pas ça aujourd'hui. La question, c'est comment on amène des solutions de prévention et d'offre de soins dans peut-être la dernière cellule constituée aujourd'hui dans notre pays qui tient le coup, c'est l'entreprise. Alors, ouais, comment fait-on ? Je pense que tu as raison, il faut aller beaucoup plus loin, il faut penser en dehors de la boîte et amener des solutions innovantes. L'entreprise, c'est vrai que l'entreprise qui proposerait des solutions de prévention santé, elle est forcément innovante. Certaines le font, encore une fois. Il faut remettre tout ça dans la perspective qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés avec la raréfaction de l'accès aux soins, hein, puisqu'on a en France, il paraît, des déserts médicaux. Eh bien, si on arrive... il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas de médecin. Donc qui ont des difficultés à se faire suivre, même de manière très basique. Donc si effectivement on arrive par le biais de l'entreprise à apporter certaines actions de prévention santé qui sont consistantes, parce que l'idée c'est pas de faire n'importe quoi, on ne fait pas de la médecine gadget. Moi je suis médecin, je dirige un groupe de santé. Ce que je dis à mes équipes, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une action de prévention santé en entreprise, il faut qu'elle apporte quelque chose aux collaborateurs. En bout de la chaîne, il y a toujours un individu qui est du coup, puisque nous on fait de la santé en entreprise, qui est un collaborateur. Donc oui, c'est une nouvelle façon de voir, je pense, qui est intéressante. Je pense que le mouvement vers cette nouveauté de faire de la prévention santé en entreprise, il n'est pas facile à faire, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'employeurs qui se disent: il y a beaucoup de choses qu'on demande à l'entreprise. Est-ce qu'il faut maintenant qu'on finance aussi la santé, à la fois la santé au travail, mais aussi, d'après ce qu'on comprend, ce qu'on est en train de dire, un petit peu d'action de prévention pour la santé personnelle des collaborateurs? Alors ça, c'est un vrai débat. Mais encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, le retour sur investissement. Et puis ce que tu disais, l'adaptation des organisations de travail à l'humain, elle est capitale, puisqu'elle est, si on ne le fait pas, c'est là que les problèmes de santé mentale apparaissent. Santé mentale qui est un vrai très très gros sujet. La priorité numéro 1 des DRH aujourd'hui, c'est la santé mentale. Donc je pense qu'on va en parler. Mais justement, parlons-en maintenant. C'est-à-dire que vous, dans le groupe Medipro, vous avez aujourd'hui structuré une offre qui permet d'avoir de l'infirmerie d'entreprise, qui est votre métier d'origine, à aujourd'hui toute la chaîne, la chaîne de valeur de la santé dans l'entreprise. Oui, on veut Medipro Group, on veut le concept, la mission. Medipro Group, pour moi, c'est une société à mission qui veut œuvrer pour la santé des collaborateurs.
quand j'ai créé l'entreprise il y a une trentaine d'années, lorsque j'ai fait ma thèse, les patrons, les professeurs de médecine qui étaient là, on nous ont demandé mais qu'est-ce que vous allez faire? Donc il y en a qui disaient je vais ouvrir un cabinet. Moi j'ai dit je veux être le médecin, je veux pas être le médecin d'un individu, je veux être le médecin de l'entreprise. Alors j'ai vu des sourires en coin, un petit peu de réflexion un petit peu ironique du jury, mais enfin bon, ils ont laissé passer. Et c'est ça le projet en fait. L'idée c'est de dire on se met aux côtés du chef d'entreprise, on évalue ses problématiques de santé, on répond à des problématiques légales puisque sur l'infirmerie d'entreprise, on sait qu'il y a des bases légales, mais on veut aller au-delà maintenant. Et d'ailleurs, mes infirmières d'entreprise, je les appelle plus des infirmières d'entreprise, je les appelle des infirmières de prévention santé en entreprise. Leur rôle a changé. On accompagne plus de 400-450 clients aujourd'hui qui sont tous des très grandes sociétés, grands comptes, très grands comptes. Je pense qu'il faut trouver aussi les moyens d'accompagner des plus petites sociétés qui se disent mais nous on n'a pas les moyens de faire tout ça, comment on va faire tout ça, mais c'est à nous d'innover, à nous d'inventer. Donc santé en entreprise, prévention, santé mentale, c'est un axe extrêmement important qui n'est pas toujours facile à adresser. On parlait tout à l'heure avec un de nos grands clients de signaux faibles à capter, d'auscultation, je dirais, de ce qui se passe en matière de santé dans son entreprise, qui va lui permettre de prendre des mesures tout de suite pour protéger la santé mentale, en l'occurrence santé mentale et physique de ses salariés. Donc voilà, ce sont des sujets qui sont quand même un peu encore des sujets d'innovation, je pense. Je me permets, voilà, pardon, je ne vais pas prendre votre boulot, mais juste... Pour l'instant, ça va. Je ne voilà. suis pas dans du bord... Parfait. Non, mais c'était pour rebondir dans le débat qu'on avait promis aussi. Et je pense que ce que dit Philippe, moi je trouve ça très intéressant parce que d'abord, moi j'ai été le premier ministre depuis 1945 et le seul à aujourd'hui, donc il y en aura peut-être d'autres après, je les invite, en charge de la santé du travail. Mais je l'avais demandé au président de la République. J'avais dit, il faut porter cette incarnation. Je ne dis pas que les ministres du Travail et de la Santé ne sont pas capables de le faire sans avoir un ministre délégué ou un secrétaire d'État. La réalité, c'est quand on est dans une période qui était tout à fait exceptionnelle, celle du Covid que j'ai eu à gérer, et il y avait bien sûr la nécessité de porter et d'incarner ces politiques-là. Mais ce que je veux dire là, c'est que moi, j'ai bien vu qu'il y a près de 4800 médecins du travail en France, il y a à peu près 8000 professionnels de santé au travail, mais on ne peut pas, au regard des dizaines de millions de travailleurs que nous sommes dans ce pays, leur demander d'avoir, évidemment, au regard de ce nombre, la même exigence vis-à-vis de chacun. Donc on est passé à des évolutions réglementaires sur la visite qui a lieu tous les 5 ans, sauf si vous êtes en surveillance particulière, si vous êtes notamment en travail de nuit, par exemple. Mais on voit bien que, sur le fond, il faut qu'on aide ces services de santé au travail, de prévention et de santé au travail, à la fois à être là où la loi les attend, mais aussi à les accompagner et à leur proposer un certain nombre de dispositifs. Moi, je crois, très franchement, quand j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec un certain nombre d'intervenants, dont PMSM, il faut dire les choses, je pense que les DRH, parce que j'ai été aussi DRH, ils sont souvent un petit peu dans la difficulté, parce qu'ils sont dans l'échange avec leur médecin du travail, qui fait ce qu'il peut dans la limite du temps qu'il a, et en même temps, ils ont des injonctions qui sont peut-être un peu paradoxales, qui consistent à dire oui, mais comment est-ce qu'on fait si on veut faire une campagne de vaccination? Vous savez, moi, quand je me suis occupé du sujet de la santé des salariés pendant la période de Covid, j'ai bien vu, moi j'ai signé un décret pour autoriser les professionnels de santé au travail à vacciner d'autres personnes que les simples salariés. Et il fallait que je prenne le décret. Ça ne pouvait pas se faire tout seul. C'est un truc... des fois, on se dit qu'il y a des inerties. Et puis, je vous raconte pas toute l'histoire, mais il a fait que je me bagarre quand même. Ça s'est pas fait tout seul le lundi matin à 6h15. Bon, donc, je voyais, on a des éléments comme ça qu'il faut faire progresser ensemble. Moi, je crois beaucoup à la fois le maillage qu'il doit y avoir entre les SPST et des dispositifs externes qui viennent renforcer et apporter et qui permettent de répondre à l'enjeu de contrat social. L'enjeu de contrat social qui est comment est-ce qu'on prend la santé. La réalité, c'est que c'est un continuum, la santé.
Oui. On a compris, Philippe, je dis souvent le virus du Covid, en 2021, il ne s'est pas dit « Oh là là, il y a une badgeuse, je ne rentre pas, c'est une entreprise. Je reste à l'extérieur, car moi-même, je suis un virus de l'extérieur. » Voilà. Ou alors, quand son copain, qui était à l'intérieur de l'entreprise, disait « Oh non, moi, je ne peux pas ressortir avec le salarié, c'est gênant. Je vais devoir aller me promener dans le cadre de la santé publique, alors que là, je suis limité à la santé au travail. » On voit bien que tout ça, ça s'est complètement ratatiné en 2021 et que sur le fond, il n'y a plus cette barrière qu'on voulait mettre. Et parfois, Philippe, tu l'as dit tout à l'heure avec des volontés de confidentialité, de précaution, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, je donne juste l'exemple, un DRH, une grosse entreprise de bricolage, où il y a tout ce qu'il faut, me dit, il y a quelques mois, quelques années, tu sais Laurent, quand j'étais avant dans mon CSE central, j'avais des remarques pour me pointer que dans tel magasin, un chef de rayon ou une chef de rayon avait appelé le collaborateur qui était malade pour savoir, j'imagine, comment il allait. Et donc il avait droit à une remarque, on lui disait, c'est de l'ingérence scandaleuse. Bon. Le même DRH me dit, post-Covid, je sors de mon CSE central, on m'a pointé du doigt le site de, voilà, on ne dira pas le nom, parce que évidemment les partenaires sociaux m'ont fait remarquer, les organisations syndicales, que bon, ça, une personne qui est malade depuis 15 jours, elle n'a pas été encore appelée par son médecin, par son chef de rayon. Ouais. La vie, elle a changé. Et les gens qui me disent ça, c'est des vrais gens dans la vraie vie. Donc on s'attend à ça. Et donc il y a des choses, je crois, là où il y a des territoires qui sont explorés. Plusieurs choses intéressantes que tu dis. La coopération entre des prestataires comme nous de santé, qui sont plus du côté du DRH avec les services de santé au travail, c'est essentiel. Il faut absolument qu'on trouve les moyens de coopérer avec ces services de santé au travail. On a de très bons exemples, très beaux exemples. Jean-Luc Dolande, merci Jean-Luc d'être là aujourd'hui à SFR. On a mis, c'est ce qu'on met en place et ça marche très très bien. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Une autre chose que tu dis qui est intéressante et que moi je prône, c'est qu'on n'a qu'une seule santé. Il n'y a pas d'un côté la santé au travail. On voit le médecin quand on peut le voir, à intervalles réguliers, d'après ce que je comprends, plus ou moins espacés. Et puis après, il ne se passe plus rien. Donc il faut absolument qu'il y ait quelque chose sur la santé personnelle, je dirais, avec un positionnement d'entreprise en tant qu'acteur sur ce sujet. Elle va obtenir un ROI rapide si elle met en place ces mesures de prévention santé. Regardez les sondages, regardez ce que pensent les collaborateurs. C'est sûr. Donc ça, on a pu le voir. On n'a pas trop évoqué le sujet de santé mentale, mais c'est quand même un sujet qui est très 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 important également, qu'il faudra bien dont on parle. Justement, sur la santé mentale, en fait, on sait que les dirigeants d'entreprise sont souvent en réaction. C'est-à-dire que le problème est intervenu et donc on appelle des services spécialisés pour essayer de résoudre ou de réparer le problème. Est-ce que justement, ce que vous avez commencé à évoquer, Dr Borel, comment on arrive à faire qu'il y ait de la détection, qu'il y ait de l'attention, appelons ça comme ça, pour que les éléments ou les problèmes ne surviennent pas? Laurent l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut adapter les organisations de travail à l'humain parce que si on les adapte c'est là que les problèmes de santé mentale surviennent. On est en 2025, l'année 2025, c'est l'année de la santé mentale. On en a fait une cause nationale. Quand on regarde les sondages, les études qui paraissent, on voit qu'on a un salarié sur 2, sur 3 qui déclare être en souffrance. Donc on a une vraie problématique autour de la santé mentale qu'il faut adresser. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de mesures, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, de mesures un petit peu palliatives. On gère des départs, on finance des jours d'absence, on paye des formations de gestion du stress, voilà. Mais on met en place des lignes d'écoute
qui sont pas efficaces, parce que quand on écoute les DRH ou les responsables de prévention, ils nous disent ouais mais bon, on paye mais il y a personne qui appelle. Donc en fait, peut-être qu'il faudrait penser à un autre système un petit peu plus proactif qui irait peut-être chercher les personnes qui sont identifiées en difficulté. On a en santé mentale aussi des enjeux de formation des collaborateurs. On a, nous, avec notre filiale performance, aptitude prévention, excusez-moi, on a une offre de formation en santé mentale parce qu'il est important qu'on puisse sensibiliser les collaborateurs à reconnaître quelqu'un, un collègue qui est en difficulté. C'est quoi la santé mentale? On en a peur souvent. Hein. Avant, ça restait très personnel. Maintenant, ça vient au devant de la scène. Comment on reconnaît un collaborateur qui est en difficulté? Qu'est-ce qu'il risque? Comment on va l'écouter? Quel type d'écoute il faut avoir? Bon, voilà. Ce sont tous ces sujets que nous, on veut adresser chez Medipro, hein, avec le triptyque santé somatique, santé mentale et formation autour de la santé au travail. Il y a beaucoup de sujets de formation à proposer. Et notamment, voilà, il faut la culture santé, c'est quelque chose de très important qu'il faut mettre en place. Les gens sont pas idiots, hein, quand on leur explique la santé, c'est pas quelque chose on peut comprendre. Hein, il suffit d'expliquer les pathologies, d'expliquer les types de prise en charge, les réactions adaptées qu'il faut avoir en face de telle et telle situation. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Oui, sur la santé mentale, Philippe a raison, je crois, de rappeler le rôle de l'entreprise qui, encore une fois, doit sortir de je viens en réparation parce qu'on a détecté quelque chose à je suis en anticipation et bon, on va dire les choses, hein, le premier levier, c'est le management. Voilà. Donc la question, et je reprends une casquette de DRH là, hein, volontairement, bon, on va dire les choses. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez un management intermédiaire, présent, bon, 2 qui dispose de marge de manœuvre, 3 pour lequel vous avez aussi investi auprès de lui en matière de formation, eh bien vous avez là, je crois, les fondamentaux pour prévenir les difficultés de santé mentale. Après, je crois, et Philippe le sait parce qu'il c'est un adepte du Canada et il connaît très très bien le Québec. Vous savez que on avait avec mon ami Julien de Normandie, quand il était au gouvernement sur le sujet des agricoles, on avait mis en place tout un dispositif de prévention des suicides agricoles en s'appuyant sur les exemples de ce qui a été fait au Canada. Moi, je vais vous dire très franchement, on a je vais même pas dire, je peux pas dire de chiffres, plusieurs dizaines d'années de retard en la matière. Sur ce qui peut se faire outre-Atlantique. Il faut se dire les choses. On devrait tous avoir dans nos entreprises, dans nos écosystèmes de travail, dans les administrations, hein, des formations au premier secours en santé mentale. Ça existe. C'est dispensé, les ARS sont compétentes, il y a des intervenants qui savent faire aussi. On a moyen aujourd'hui de répondre à ça. Et l'INRS d'ailleurs soulignait dans une étude de décembre 2024, donc très récemment là, le lien entre les expositions aux risques psychosociaux et un certain nombre de conséquences sur la santé globale, y compris sur les RPS, y compris sur les TMS, y compris sur les AT tout court, et les risques cardiovasculaires. Donc on est capable de démontrer avec l'INRS que lorsqu'on traite le sujet des risques psychosociaux, en tout cas de l'exposition psychosociale, eh bien, ça a des conséquences positives sur d'autres aspects de la santé. Donc, il y a un enjeu véritable dans notre pays. Et là, encore une fois, je sais, Philippe, à la question qui est posée, c'est est-ce qu'il ne faut pas... Pourquoi on demande toujours aux entreprises Et parce que les entreprises, c'est pas qu'on leur demande toujours, c'est que les choses évoluent dans leur rapport au travail. Et comme les choses évoluent dans le rapport au travail, les entreprises, elles ont tout intérêt à reconstruire un contrat social où la place de la santé de l'individu, elle est totale. Elle n'est pas uniquement liée à un contrat de sécurité-prévoyance. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Il n'y a pas de bonne santé globale et de performance au travail sans bonne santé mentale. C'est le cerveau qui commande tout, en fait. Hein. C'est-à-dire quand le cerveau est malade, on va pouvoir développer aussi, on va développer des pathologies.
tous en tête l'exemple de l'ulcère à l'estomac. Bon, ben souvent, quand on a une anxiété, une dépression, des conditions de travail peut-être qui ne sont pas optimales, etc., une charge mentale, etc., ben voilà, on va souffrir mentalement, mais on va aussi développer des pathologies. Donc on est vraiment dans une approche très globalisée. Tout ça, l'être humain, c'est un tout. Hein, et on a l'habitude de dire qu'un patient, c'est à la fois sa psychologie, ses organes, il faut l'examiner, il faut l'évaluer. Et voilà. Donc c'est vrai aussi, en entreprise. Et c'est vrai, la mise en place de ces actions de prévention, elles servent à ça en fait. Alors, pas pour conclure, il nous reste 10 minutes, mais ça va sans doute prendre 10 minutes. J'ai constaté dans le catalogue de prévention santé de PMSM et du groupe Medipro des actions qui m'ont semblé étonnantes à prodiguer dans l'entreprise. Par exemple, il y a cette action pour le soutien de l'aidant. Alors je donne cet exemple-là parce que je le trouve très éloigné, moi, j'allais dire profane, de la problématique de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je suis chef d'entreprise. Si j'ai un collaborateur qui est aidant parce que ses parents sont âgés ou parce que son conjoint a une maladie qui l'empêche de... En quoi ça me concerne ? Alors je le fais de manière très provocatrice. Et je vois que vous proposez ça, Philippe Borel. Oui, en fait, cette thématique, ça rejoint un peu la préservation de la santé mentale. On a en France, je crois me souvenir, 1 personne sur 6 est un aidant. Donc ça veut dire que ces personnes-là, elles travaillent aussi dans des entreprises. Donc ça veut dire qu'elles subissent ou elles sont dans, je ne sais pas si elles subissent, mais elles sont dans un environnement du travail qui est plus ou moins agréable, disons, et elles doivent assumer leur travail, mais en même temps, elles ont des grosses responsabilités parce qu'elles ont un rôle d'aidant. Donc forcément, on arrive à des niveaux de charge émotionnelle, de charge mentale, de pression temporelle qui font que ça peut rendre les gens malades. Et si on ne fait rien, l'entreprise va en pâtir parce qu'il va y avoir de l'absentéisme, il va y avoir de la désinsertion professionnelle, il va y avoir une espèce de dégoût pour venir travailler dans l'entreprise, etc. Donc, toujours pareil, la responsabilité du chef d'entreprise, la limite de responsabilité, où est-ce qu'elle est ? Est-ce que la personne, elle souffre parce qu'elle a des mauvaises conditions de travail ou parce que c'est un aidant et donc il a aussi du stress pour accompagner ses parents ? Où est la limite de responsabilité ? Est-ce que le chef d'entreprise ne va pas être mis en cause ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de manière proactive, il faut mettre en place des politiques QVCT, qui prévoit l'accompagnement des aidants. Je pense que dans la loi, c'est prévu. Mais nous, à notre niveau médical, il faut aussi qu'on puisse, avec nos filiales spécialisées, qu'on puisse accompagner ces aidants, peut-être avec un soutien psychologique personnalisé, peut-être avec des mesures qu'on va mettre en place, pour pouvoir accompagner ce type de population. Donc oui, on met cette action de prévention, qui est une vraie action de prévention, on la met à notre catalogue, parce qu'on trouve qu'elle est très importante. Très importante. Une personne sur 6 est un aidant. Peut-être juste pour dire un mot, en complément, s'il y a lieu de ce que dit Philippe Borel, je crois que en fait, la question du héroïque qui était évoquée, c'est celui du héroïque social, en fait. Moi, ce que je vois dans mon cabinet de performance sociale... Ça vous utilisez cette expression de performance sociale. De performance sociale, c'est exactement ce qu'on peut traduire de ce que vient de poser Philippe sur les aidants. En fait, le sujet, c'est pourquoi la santé du travail et la santé dans l'entreprise n'est pas un sujet conflictuel pour les partenaires sociaux. Et je parle devant l'ancien secrétaire général des conditions travail. Mais tout simplement parce que, en fait, c'est un sujet où tout le monde voit comment on est gagnant-gagnant. Ici, n'est pas antagoniste. Les OS comprennent très bien que, en fait, ce qu'on veut, c'est préserver la santé de leurs collègues, de leurs mandants.
Et l'entreprise, elle comprend bien que quand elle fait ça, elle a moins d'absentéisme, elle a plus d'efficacité, elle a moins de rebut, elle a moins de difficultés à gérer sa production, elle a plus d'engagement au travail. Donc on a la chance d'avoir un sujet qui est, pour le coup, relativement bien vécu et qui a de beaux jours devant lui. Donc on a, je crois, en la matière, moi je dis, le ROI social, c'est quoi? C'est quand vous avez un absentéisme qui est maîtrisé, quand vous avez des comptes de prévoyance qui ne sont pas dans le rouge parce que vous avez des personnes qui sont en longue maladie, quand on est capable de traiter les maladies chroniques au travail, quand on a un autre regard sur quelqu'un qui souffre d'un cancer et qui revient au travail et qu'on accompagne, on sait l'importance du retour à l'emploi pour la rémission en la matière, la capacité des entreprises à faire de la place à toutes celles et tous ceux qui souffrent de maladies chroniques. Et je suis désolé, c'est plus fréquent chez les gens de mon âge de 50 ans que quand j'en avais 36. C'est comme ça. Et il se trouve qu'en plus, on est de plus en plus nombreux à avoir 50 ans. Donc, les boîtes, elles bossent. Donc, à la question, pourquoi les boîtes doivent le faire? Mais parce que c'est juste du bon sens pour elles. Ça les intéresse, préfèrent avoir un Laurent qui revient maladie et qui va être progressivement à niveau pour bien faire son boulot, accompagné peut-être par des équipes de PMSM. Et qui va être très reconnaissant aussi envers l'entreprise, qui va lui donner cette possibilité de dépister son cancer de la peau, de dépister un diabète qu'il n'était pas au courant. Moi, je parle beaucoup de la bronchopneumopathie obstructive. Excusez-moi, c'est un terme un petit peu barbare, la BPCO. Vous avez 7 à 8% de la population qui est touchée par la BPCO. Bon, l'origine, c'est essentiellement le tabagisme, hein. Mais en fait, les gens ne le savent pas. 80 à 90% des gens qui ont une BPCO ne le savent pas. Dépister la BPCO en entreprise, c'est juste faire souffler dans un spiromètre. Bon, je simplifie, mais ça ne demande pas des tas d'examens. Voilà. Donc ça, c'est réalisable par nos infirmières d'entreprise ou c'est réalisable lors d'une action externe qu'on vient cloquer sur le programme de prévention de l'entreprise. Donc ça coûte pas cher, c'est vite fait et on adresse ensuite au spécialiste. Et le spécialiste, si on détecte les gens en amont, on va pouvoir réduire la facture. Donc on est là dans la thématique de début de notre discussion, comment les entreprises soutiennent l'action publique aussi, comment elles peuvent, par l'instauration de la prévention santé, soutenir un petit peu l'action publique. Je ne dis pas qu'elle est défaillante, mais elle est ce qu'elle est. La démographie, bon, enfin, tout ce dont on a parlé. Donc voilà, on est dans un type d'action, par exemple sur la BPCO, qui est fort intéressant, avec une forte reconnaissance des salariés qui vont en bénéficier, qui vont recommander l'entreprise, qui vont être attachés à l'entreprise, voilà, on l'espère en tout cas. Alors peut-être en guise de conclusion, je sais que vous avez comme vision que l'entreprise peut accompagner en fait finalement la santé publique jusqu'à accueillir de l'offre de santé, parce que finalement le collaborateur il a une grande partie de son temps éveillé, présent dans l'entreprise, pas simplement en train de travailler, mais parce qu'il a des pauses déjeuner, il a du temps. Et vous dites on va pouvoir faire venir par exemple des médecins, des spécialistes dans l'entreprise, parce qu'il y a des villes, il y a des territoires en France qui n'ont plus d'offres de soins adaptées. Oui. Alors nous, on est promoteur de la télémédecine en entreprise. Par exemple, on pense que dans nos infirmeries, il devrait y avoir un corner télémédical avec une prise en charge du collaborateur qui descend à l'infirmerie, mais qui ne va pas se retrouver devant un appareil qui ne sait pas très bien utiliser. Puis d'ailleurs, s'il a 40 de fièvre, il va encore moins savoir l'utiliser. Donc ce qu'on dit, c'est que nos infirmiers d'entreprise, nos infirmiers de prévention vont pouvoir prendre en charge ce collaborateur et l'aider à faire sa téléconsultation. Donc on est promoteur de ce genre de solution. On a eu par un moment un grand client de l'industrie aéronautique qui avait énormément anticipé ce que vous dites, Benjamin. Il nous demandait de faire passer un cardiologue toutes les semaines, qui faisait des consultations, des épreuves d'effort, des consultations de cardiologie pour les gens dans une certaine tranche d'âge. Voilà. Donc effectivement, on peut aller très loin, mais je pense qu'il faut commencer par le début. Le début, c'est le dépistage du diabète, de l'hypertension, de l'insuffisance rénale, de la BPCO, des cancers, un cancer cutané, un mélanome. On fait un scan du revêtement cutané, qui est très rapide à faire.
on détecte un mélanome, mais si on le prend tout de suite, le mélanome, la personne ne va pas au cimetière, elle va s'en sortir, on va l'opérer, elle va revenir au travail. Si on laisse évoluer un mélanome, c'est mortel dans quasiment 100% des cas. Donc, c'est à ça qu'il faut penser. Il faut faire un peu évoluer les mentalités. Je pense qu'on est au début d'une histoire. Et je crois que dans un grand pays comme la France, c'est obligé qu'on va évoluer vers ce type de prestations en santé en entreprise, de prévention, etc. Parce que c'est le dialogue social nouveau, le nouveau dialogue social revu et corrigé, amélioré, etc. Ça va nous permettre aussi de travailler plus longtemps, peut-être dans de meilleures conditions. La soutenabilité au travail, je pense que c'était ce dont on voulait parler. Et tout ça en participe. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez continuer la conversation sur le stand de Medipro. On vous accueille avec plaisir sur le stand pour répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez. Les équipes sont là, moi je suis là aussi. Je pense que Laurent restera un petit peu avec nous si vous voulez vous entretenir avec Laurent. On a la chance que tu sois là encore une fois et donc vous êtes les bienvenus.